Au mariage de mon frère, mon père a ri dans le micro, Dieu nous a donné 2 enfants, il a été généreux avec l'un d'eux. Les 240 invités ont éclaté de rire. Quand je suis sorti, ma mère a dit que j'étais trop sensible. Je suis rentré seul à la maison et je ne me suis jamais retourné. 6 ans plus tard, 3 mots, il a besoin de toi. Ma cousine a envoyé, ton frère a. Je m'appelle Sarah Whitfield. J'ai 28 ans. Quand j'avais 22 ans, mon père s'est tenu devant un microphone, face à 240 invités à la réception de mariage de mon frère, et a dit, Dieu nous a donné 2 enfants. Il a été généreux avec l'un d'eux. La salle a ri. Mon frère a ri. Sa nouvelle femme a ri. J'étais assise à la table 11, celle près de la cuisine, celle où il m'avait placé seul, et j'ai senti mon corps tout entier se glacer. J'ai posé ma fourchette. J'ai pris ma pochette. Et je suis sorti de cette salle de réception sans me retourner. Pas pendant 6 ans. Puis, il y a 11 semaines, un numéro inconnu m'a envoyé un texto de 3 mots. Il a besoin de toi. Ils n'ont pas expliqué. Ils n'avaient pas à le faire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais passé ces 6 ans à devenir quelqu'un qu'ils ne pourraient plus jamais atteindre. Ils ne savaient rien de mon appartement à Austin, de ma promotion, de mon compte d'épargne, de ma thérapeute, de ma vie. Ils ne savaient certainement pas que le frère qu'ils avaient mis sur un piédestal était tombé si bas, si vite, que je serais la seule personne capable de l'atteindre. Voici ce qui s'est passé lorsque l'enfant prodige s'est brisé et que la fille mise au rebut est devenue la seule à savoir comment ramasser les morceaux. Laissez-moi vous ramener en arrière. La famille Whitfield, 2214 Crestwood Drive, Cincinnati, Ohio. Maison coloniale en briques rouges, garage pour 2 voitures. Une pelouse que mon père tondait en bande diagonale chaque samedi matin. Mon père, ingénieur civil. Ma mère, administratrice d'hôpital, 2 enfants. De l'extérieur, une famille de cartes de Noël. De l'intérieur, un système de classement avec seulement 2 places. Mon frère Ethan est né en 1993. Je suis arrivé en 1995, à 2 ans d'intervalle. Un univers de traitement entièrement différent. Ethan a été diplômé major de promotion du lycée Saint-Xavier. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3.3 et 2 emplois. Ethan a obtenu une bourse complète pour l'Université d'État de l'Ohio. J'ai obtenu 6 200 € de prêts fédéraux et un poste d'étudiant employé dans la salle du courrier du campus. Ethan est allé directement à la faculté de droit de l'UC. J'ai changé de spécialité 3 fois et j'ai finalement obtenu un diplôme en communication que ma mère a un jour décrit lors d'un dîner comme quelque chose sur quoi se rabattre, je suppose. Mais le pire n'a jamais été les accomplissements. C'était la table du dîner, chaque dimanche à 18 h. Les mêmes places à chaque fois. Ethan à la gauche de mon père, la place la plus proche de l'endroit où mon père posait son verre. Moi à l'autre bout, la plus proche de la porte du couloir, comme si j'avais été disposé pour un retrait facile. Mon père interrogeait Ethan sur les procès simulés, sur son stage, sur ses professeurs. Puis il me jetait un regard, comme on jette un œil à une notification qu'on n'est pas sûr de devoir ouvrir. « Comment vont les études, Sarah ?» La question n'était pas curieuse. Elle était obligatoire, comme dire à vos souhaits quand quelqu'un éternue. J'ai commencé à compter les choses l'année de mes 14 ans. J'avais besoin de quelque chose à quoi me raccrocher. Combien de fois mon père disait le nom d'Ethan au dîner par rapport au mien? 11 contre 3 en moyenne. Sur 6 mois de suivi. Combien de fois ma mère m'a dit, pas tout de suite, quand je voulais parler de quelque chose qui m'importait? 34. Combien de fois elle a interrompu quelque chose que je disais pour poser une question à Ethan en plein milieu de ma phrase? 17. J'écrivais tout dans un cahier à spirale vert que je gardais sous mon matelas. Les chiffres semblaient plus sûrs que les sentiments. Les chiffres ne mentaient pas. La saison des candidatures à l'université a raconté toute l'histoire sans avoir besoin d'un seul chiffre. Les candidatures d'Ethan, mes parents se sont assis avec lui à la table de la cuisine chaque week-end pendant 3 mois. Essais relus, révisés, imprimés. Ma mère l'a emmené visiter 4 campus, Ohio State, Michigan, Notre-Dame, Georgetown. Le sweatshirt de Georgetown qu'il a acheté lors de ce voyage est resté accroché dans notre couloir pendant des années. Mes candidatures, je les ai remplies seul dans ma chambre sur un ordinateur portable dont la charnière était fissurée.
J'ai demandé une fois à ma mère si elle pouvait lire ma lettre de motivation. Je te fais confiance, a-t-elle dit, en s'éloignant déjà. Elle n'avait pas lu un mot que j'avais écrit depuis la 5e année. Ma chambre, 9 par 11 pieds, un lit simple que j'avais depuis mes 9 ans. Un bureau que mon père avait ramené de son bureau quand ils avaient remplacé les meubles, gris, rayés. Un tiroir qui ne fermait pas complètement. La chambre d'Ethan, 14 par 16 pieds, un lit queen avec une tête de lit. Un bureau de restauration hardware que ma mère avait conduit 40 minutes pour aller chercher parce qu'elle avait lu qu'il avait une meilleure ergonomie pour étudier. J'ai demandé une fois, en première, si je pouvais avoir un nouveau bureau. Le mien était trop petit pour mes manuels et mon ordinateur portable en même temps. Ma mère m'a regardé avec le genre de patience qui n'est pas vraiment de la patience. Ethan est en faculté de droit, Sarah. Nous avons des priorités. J'ai attendu. Elle n'en a plus jamais parlé. J'ai appris à incliner mon ordinateur portable et à empiler mes livres sur le sol. Le jour qui a tout fait éclater fut le 14 juin 2017, le mariage d'Ethan. Il avait rencontré Courtney pendant sa 2e année de droit. Elle était tout ce que la famille approuvait. Étudiante en pré-médecine, argent de famille, une mère qui déjeunait en ville. Le mariage a eu lieu à l'hôtel Sénadian en centre-ville. 240 invités, open bar, dîner 5 services, un quatuor à cordes. Mes parents avaient contribué à hauteur de 60 000 €. Je le savais parce que ma mère l'avait mentionné nonchalamment, comme on mentionne la météo, au moins 4 fois. Mon invitation était arrivée avec un post-it de ma mère attaché. Tu es à la table 11. Habille-toi en conséquence. J'avais conduit 3 heures depuis Columbus, où je travaillais pour ma 2e année après l'université comme rédactrice junior dans une agence de marketing de taille moyenne. J'avais acheté une robe chez Anthropologie en solde pour 68 €. Je m'étais coiffé moi-même dans le rétroviseur de ma voiture dans le parking. La table 11 était près de la cuisine. Pas de manière charmante, proche de l'action, mais de manière il fallait bien te mettre quelque part. Les autres invités à ma table étaient 2 vieilles grand-tantes de Courtney, un collègue de mon père que personne ne semblait vraiment apprécier, et 2 amis de la faculté de droit d'Ethan qui ne se sont parlé qu'entre toute la nuit. Je me suis présenté aux grand-tantes. L'une d'elles m'a appelé Stéphanie pour le reste de la soirée. Je ne l'ai pas corrigée. Les toasts ont commencé à 20h47. Le père de Courtney a commencé. Chaleureux, drôle, bref. Le témoin a suivi. Une histoire de la faculté de droit impliquant un désastre de procès simulé qui a suscité un grand rire. Puis mon père s'est levé. Il était doué avec les assemblées. Il l'avait toujours été. Il avait le genre de voix qui incitait les gens à se pencher, stable, mesuré, une cadence de présentateur. Il a pris le microphone et a souri à Ethan comme si Ethan était le soleil et qu'il avait eu froid toute sa vie jusqu'à ce que cet enfant apparaisse. Il y a 31 ans, a dit mon père, ma femme et moi avons fondé une famille. Nous avions un plan. Nous avions des espoirs. Et puis Ethan est arrivé et il a dépassé chacun d'entre eux. Applaudissements. Ma mère a tamponné ses yeux avec une serviette. Ce soir, je regarde mon fils épouser sa personne. Et je peux honnêtement dire que Dieu nous a donné 2 enfants et qu'il a été généreux avec l'un d'eux. Rire. Des rires forts, roulants, authentiques. 240 personnes. Mon père a souri comme s'il avait placé la chute qu'il gardait en réserve. Ma mère a ri et a couvert sa bouche avec sa main, ravi. Ethan, à la table d'honneur, a ri et a secoué la tête comme on le fait quand quelqu'un vous taquine à votre propre fête. J'étais à la table 11. J'étais l'autre enfant. Chaque personne dans cette salle comprenait la blague. Ils en riaient tous. Les applaudissements ont duré 11 secondes. J'ai compté parce que j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. Mon père a levé son verre. À Ethan et Courtney, à la famille dont nous sommes fiers. Plus d'applaudissements. Tintement des verres. La musique a repris. Le quatuor à cordes a entamé quelque chose de doux. Je suis resté assis immobile pendant 4 minutes, exactement 4. Puis je me suis levé, je suis sorti par la sortie de la cuisine, j'ai tendu ma pochette à une préposée au vestiaire par instinct avant de réaliser que j'avais besoin de mes clés, je les ai récupérées, et j'ai marché seul jusqu'au parking. Ma mère m'a rattrapé près de l'ascenseur. J'ai entendu ses talons claquer sur le béton avant d'entendre sa voix.
Sarah. Sarah, attends. Je me suis arrêté. Je me suis retourné. Elle était légèrement essoufflée, me regardant avec l'expression qu'elle utilisait quand je la dérangeais. Pas de l'inquiétude. Du dérangement. Où vas-tu? À la maison. Tu ne peux pas partir. C'est le mariage d'Ethan. Papa vient de dire à 200 personnes que j'étais une erreur de Dieu. Elle a expiré brusquement par le nez. C'était un toast. Il était drôle. Il a dit qu'il était généreux avec l'un de nous, maman. Tu es trop sensible. Il l'a dit dans un microphone. Sarah. Elle a croisé les bras. Ton frère se marie. Il ne s'agit pas de toi. Ça n'a jamais été à propos de moi à ces événements. Cette phrase. Ça n'a jamais été à propos de toi à ces événements. Pas destiné à blesser. Juste honnête. C'est ça le problème, ai-je dit. Elle m'a dévisagé. Puis elle a regardé sa montre, 21h30, et a soupiré. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Tu reviens ou pas? Non. Très bien. Elle s'est retournée. N'en fais pas toute une histoire. Elle est repartie vers l'entrée de l'hôtel. Elle ne s'est pas retournée. Pas une seule fois. Je l'ai regardée partir. Puis je suis monté dans ma voiture. J'ai pleuré pendant 22 minutes dans le parking de l'hôtel Sénadian, qui coûtait 35 € de stationnement après 18 heures. Et je veux que vous sachiez, je me souviens de ce chiffre parce que j'avais besoin de quelque chose de réel à quoi me raccrocher, et le ticket de parking était dans ma main. Je suis retourné à Columbus cette nuit-là. 3 heures, 2 cafés de station-service, et exactement 0 texto de quiconque à ce mariage. Ni d'Ethan, ni de mon père, ni de ma mère. J'ai vérifié 11 fois entre Cincinnati et Columbus. J'ai arrêté de vérifier quelque part près de Dayton. J'ai bloqué leur numéro en arrivant chez moi. J'ai bloqué celui d'Ethan aussi. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à construire un mur, brique par brique, chaque morceau étant réel. J'ai changé de numéro. 2 semaines plus tard, j'ai désactivé Facebook. J'ai rendu mon Instagram privé et j'ai supprimé tous les membres de ma famille qui me suivaient. J'ai quitté la discussion de groupe familial. J'ai pris 3 heures un dimanche après-midi pour passer en revue chaque compte, chaque fil de discussion, chaque connexion, et je les ai coupés comme des points de suture d'une blessure qui avait enfin commencé à se refermer. J'ai gardé 2 personnes. Ma cousine Dana, qui m'avait envoyé un texto à 21h11 le soir du mariage, « Est-ce que ça va ?» C'était horrible. Et ma colocataire d'université, Jess. C'était toute ma famille maintenant. 2 personnes. C'était suffisant. Il le fallait. L'année après le mariage, je me suis jeté dans le travail. Columbus, puis une meilleure offre d'emploi à Austin. J'ai rempli un U-Haul en février 2019. J'ai conduit seul, 1242 miles. Plaque d'immatriculation du Texas. En mars, j'ai obtenu un poste de stratège de contenu dans une entreprise technologique de taille moyenne. 54 000 € de salaire de départ. Mon premier appartement à Austin, quartier de South Congress, 680 pieds carrés, 1450 € par mois. J'ai peint un mur en vert foncé moi-même parce que j'avais toujours voulu un mur vert et il n'y avait personne pour me dire non. J'ai commencé une thérapie cet automne-là. Dr Kesley, les mardis après-midi, 85 € par séance avec l'assurance. Première séance, elle m'a demandé ce que je voulais de la thérapie. J'y ai réfléchi longtemps. Je veux arrêter d'attendre, ai-je dit. Attendre quoi? Qu'ils réalisent qu'ils avaient tort. Elle a hoché la tête et a écrit quelque chose. C'était le début. J'ai construit une vie qui n'avait pas de trop en forme de promotion, responsable du contenu en 2020. Stratège de contenu senior en 2022. Salaire, 74 000 €. J'ai remboursé intégralement mes prêts étudiants un mardi après-midi d'avril 2022. Je suis resté dans ma cuisine à regarder l'email de confirmation pendant un long moment. J'ai pleuré, non pas parce que j'étais triste, mais parce que personne ne m'avait aidé à y arriver. Je l'avais fait entièrement seul. Et c'était à moi d'une manière que rien dans cette maison de Crestwood Drive n'avait jamais été à moi. Je me suis fait des amis, des vrais.
Ma voisine Priya, qui a frappé à ma porte en 2020 avec des biscuits faits maison parce qu'elle m'avait vu pleurer sur le parking et voulait prendre de mes nouvelles. Mon ami du travail Ben qui me laissait déjeuner dans son bureau quand l'open space devenait trop bruyant. Mon ami Camille de mon club de course qui ne m'a jamais demandé pourquoi je ne rentrais pas pour Thanksgiving et ne m'a jamais fait sentir que la réponse importait. Ces personnes sont devenues ma structure, mon architecture choisie. J'ai eu des relations, rien de sérieux pendant longtemps. Quelques mois ici, un dîner là. Puis en 2023, quelqu'un nommé Marcus, 33 ans, professeur de sciences au collège, patient d'une manière que je ne savais pas que les hommes pouvaient être patients. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois. Il remarquait des choses. Un soir, il a dit, « Tu t'excuses chaque fois que tu exprimes une opinion. » J'ai cligné des yeux. Je ne l'avais pas remarqué. Tu dis désolé avant d'être en désaccord avec moi. À chaque fois. J'ai réfléchi à ça pendant une semaine. J'en ai parlé au docteur Kessler. Nous y avons consacré 3 séances. J'étais encore en train de défaire 6 ans de dîner à la table et d'être au mauvais bout de chaque pièce. Marcus et moi avons rompu en janvier 2024. Sans amertume, une question de timing. Mais il avait laissé quelque chose derrière lui, une prise de conscience. Je colmatais encore les murs en moi. Je trouvais encore des endroits où il s'était infiltré par les fondations. Début 2025, j'ai senti que j'avais enfin colmaté la plupart des brèches. J'avais un bon travail, de bonnes personnes, mon mur vert, mes chaussures de course, mes rendez-vous du mardi. J'allais bien, plus que bien. J'avais presque arrêté de penser à eux pendant des semaines entières. Je pensais que c'était fini. Puis, un jeudi soir de mars 2025, à 19h22, alors que je préparais le dîner, des pâtes, un demi-verre de vin, un podcast sur l'urbanisme que je devais finir, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Cincinnati. J'ai failli ne pas l'ouvrir. J'ai pensé que c'était du spam. Je l'ai ouvert. 3 mots. Il a besoin de toi. Je l'ai fixé pendant 9 minutes. J'ai compté. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table. J'ai fini de préparer le dîner. Je me suis assise à ma table. J'ai tout mangé, j'ai lavé mon assiette, je l'ai séché, je l'ai rangé. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé « Qui est-ce » La réponse est arrivée en 40 secondes. C'est Dana. Je suis désolé de te contacter comme ça. C'est Ethan. Sarah. Il est en mauvaise posture. Vraiment mauvaise. Je l'ai appelé immédiatement. La femme d'Ethan, Courtney, l'avait quitté 14 mois plus tôt, en janvier 2024. Différends irréconciliables. C'est ce que Dana a dit, mais elle a hésité d'une manière qui me disait qu'il y avait plus. J'ai demandé directement. Elle a expiré. Ethan buvait beaucoup. Ça avait commencé, pensait-elle, vers 2022, peut-être plus tôt. Personne ne l'avait remarqué au début parce qu'Ethan avait toujours été un buveur. Du vin au dîner, de la bière artisanale le week-end, le genre social. Mais quelque part, ça avait changé. Courtney l'avait trouvé évanoui sur le sol de la cuisine à 6 heures du matin. 2 fois en un mois. Elle lui avait donné un ultimatum. Il ne l'avait pas choisi. Après le divorce, il avait commencé à manquer le travail, un grand cabinet en centre-ville, litige d'entreprise. Il avait été un associé prometteur, de bons dossiers, une bonne réputation. Mi-2024, il manquait des dépositions, envoyait des emails avec des erreurs si évidentes qu'un parajuriste les avait signalées. En novembre, on lui avait discrètement demandé de prendre un congé. Il n'était pas revenu. Où est-il maintenant, ai-je demandé. Son appartement, a dit Dana. Il le paie encore, je crois. Où tes parents s'en chargent. Sarah, je suis allé le voir la semaine dernière et elle s'est arrêtée. Il a ouvert la porte et je l'ai à peine reconnu. Il portait les mêmes vêtements que je lui avais vus il y a un mois quand je suis passé en voiture. Il sent mauvais. L'appartement est. Ce n'est pas bon. Des bouteilles vides partout. Il ne mange pas. Il perd du poids rapidement. Il ne m'a pas laissé dépasser l'entrée. Mes parents y sont allés. C'est ça le problème. Elle a fait une pause. Ils sont passés quelques fois.
Ils les laissent entrer plus que quiconque. Mais ils ne lui obtiennent pas d'aide. Sarah, ton père continue de dire que c'est le stress du divorce. Ta mère dit qu'il a juste besoin de temps. Il continue de dire aux gens qu'il prend un congé sabbatique. Le mois dernier, ta mère a dit à quelqu'un à l'église qu'il faisait du travail de consultant depuis chez lui. La voix de Dana a baissé. Ils ont honte, alors ils gèrent l'histoire au lieu de l'aider. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Gérer l'histoire, bien sûr. La présentation de la famille, les Whitfield de Crestwood Drive avec leur pelouse à rayures diagonales. Un fils toxicomane ne correspondait pas au récit, alors il le ferait correspondre. Pourquoi m'appelles-tu, ai-je dit. Il ne m'a pas parlé depuis 6 ans. J'ai bloqué tout le monde. Je sais, mais Ethan. Dana s'est de nouveau arrêtée. Il demande de tes nouvelles. Cela m'a touché différemment de ce à quoi je m'attendais. Il demande de tes nouvelles parfois quand je le vois, dit-elle doucement. Comme s'il se posait des questions. Il pense que tu le détestes. Je l'ai bloqué. Je sais. Mais Sarah, la façon dont il parle. Il pense que tu as choisi de disparaître. Comme si tu étais parti à cause de lui. Je suis parti à cause de ce qui s'est passé à son mariage. À cause de ce que papa a dit. Je le sais. Mais est-ce qu'Ethan le sait? Silence. Il était ivre à cette réception. Sarah, il m'a dit qu'il se souvient à peine des toasts. Ta mère lui a dit que tu étais parti parce que tu traversais une période difficile et que tu avais besoin d'espace. C'est ce qu'ils lui ont dit. Que tu avais besoin d'espace et c'est pour ça que tu n'es jamais revenu. J'ai posé mon verre de vin. Ils lui ont dit que j'avais besoin d'espace. Oui. Ils lui ont dit que c'était mon choix. Oui. J'ai raccroché, pas avec colère, juste parce que j'avais besoin de respirer. Je me suis assise sur mon canapé à Austin, au Texas, les mains sur les genoux, fixant mon mur vert, et je me suis laissé ressentir. 6 ans. Il avait passé 6 ans à penser que j'avais choisi de le quitter, que j'avais choisi de ne pas appeler, que le silence venait de moi. J'ai appelé la ligne d'urgence du docteur Kessler. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Elle m'a posé la même question qu'elle posait toujours quand j'étais à un carrefour. Que leur dois-tu? J'ai dit, rien. Elle a dit, alors, de quoi s'agit-il? Je suis resté silencieuse un long moment. Je pense qu'il s'agit de savoir si je suis le genre de personne qui peut y retourner sans se perdre. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Je le savais déjà. 3 jours plus tard, j'ai appelé ma mère. Le numéro que j'avais datait de 6 ans. Il fonctionnait encore. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était la même. Prudente, contrôlée, un peu sèche. Sarah. Pas une question, pas de surprise. Comme si elle s'y attendait et avait répété le juste niveau de nonchalance. J'ai entendu parler d'Ethan, ai-je dit. Qui te l'a dit? Ça n'a pas d'importance. Dis-moi ce qui se passe réellement. Elle a expiré. Ce qui a suivi, c'est 20 minutes de la version prudente. Elle a minimisé. Elle a adouci. Elle a dit il a des difficultés avec certaines choses et il traverse une transition. Je l'ai interrompu 2 fois. La 2e fois, j'ai dit, maman, est-ce qu'il boit tous les jours? Silence. Oui. A-t-il quitté l'appartement ces 2 dernières semaines? Un silence plus long. Nous ne pensons pas. Quelqu'un a-t-il suggéré un traitement? Le plus long silence. Ton père pense qu'il a juste besoin de soutien en ce moment. Pas. Pas quoi? Pas d'être pathologisé. J'ai fermé les yeux très fort. Ethan est un alcoolique, maman. Ce n'est pas le pathologiser. C'est nommer ce qui est dans la pièce. Nous ne savons pas si c'est. Vous le savez. Vous le saviez. Vous avez protégé l'histoire au lieu de lui obtenir de l'aide. Sa voix est devenue tendue. Je ne pense pas que tu aies une vue d'ensemble, Sarah. J'en ai assez. Dis-moi quelque chose. J'ai gardé ma voix égale. As-tu dit à Ethan que j'avais choisi de ne pas être en contact? Que c'était ma décision? Silence. Maman.
Nous lui avons dit que tu avais besoin d'espace. C'est un mensonge. C'est. Nous avons simplifié. Vous l'avez laissé penser que je l'avais abandonné pendant 6 ans. Pendant qu'il s'effondrait, vous l'avez laissé penser que sa sœur s'en fichait. Nous ne voulions pas lui mettre ce drame en tête alors qu'il. Il a essayé de me joindre, n'est-ce pas? Je l'ai dit avant d'avoir fini de penser, et le silence à l'autre bout l'a confirmé. Il a essayé de me contacter à un moment donné, et ça ne m'est pas parvenu. Comment? Un autre silence, plus long, plus prudent. Nous avons peut-être. Quand tu étais injoignable au début. Nous avions son téléphone pendant quelques jours. Il était en visite à la maison. Il l'avait oublié. Nous avons vu qu'il avait essayé de t'appeler et nous. Nous avons bloqué ton numéro de son téléphone parce que nous ne voulions pas qu'il soit contrarié quand tu ne décrocherais pas. Nous pensions que c'était mieux. J'ai plaqué le téléphone contre ma poitrine et j'ai respiré pendant 10 secondes. Ils avaient bloqué mon numéro de son téléphone. Il avait essayé de me joindre. Je ne l'ai jamais su. Il n'a jamais su pourquoi je ne répondais pas. 6 ans de silence construit sur quelque chose qu'ils avaient fait en 2 minutes sur un téléphone emprunté. Voici ce qui va se passer, ai-je dit en reprenant le téléphone. Je vais prendre l'avion pour Cincinnati. Je vais voir Ethan. S'il est prêt à suivre un traitement, je vais l'aider à trouver un programme et à y aller. Toi et papa allez tout payer. Ce n'est pas une demande. Vous allez rester en dehors de la sélection de l'établissement. Vous allez rester en dehors de son plan de traitement. Vous allez signer le chèque et prendre du recul. S'il décide plus tard qu'il veut que vous soyez impliqué dans sa guérison, ce sera sa décision. Mais vous n'avez pas le droit de gérer celle-ci. Vous l'avez déjà gérée assez longtemps. Ma mère était silencieuse. Puis, nous sommes ses parents. Je sais. Et vous avez dit à 200 personnes à son mariage que Dieu avait fait une erreur en m'ayant. Et puis vous avez dit à mon frère que j'avais choisi de disparaître. Alors pour l'instant, vous n'avez pas le droit d'utiliser « nous sommes ses parents » comme argument. Ayez votre carte de crédit prête. Je vous enverrai les détails par texto. J'ai réservé un vol pour le samedi suivant. Austin à Cincinnati, 7h40. 287 € aller-retour. J'ai fait mes bagages pour 2 nuits. Je ne prévoyais pas de rester plus d'une. J'ai envoyé un texto à Dana. J'arrive. Elle a répondu par un simple cœur. J'ai dit à Priya, Ben et Camille où j'allais, en termes généraux. Priya a dit, prends soin de toi. Ben a dit, envoie-moi un texto quand tu atterris. Camille a dit, tu ne dois rien à personne, mais je pense que tu le sais déjà. J'ai atterri à 11h15. J'ai loué une voiture. Je suis d'abord allé chez mes parents parce que j'avais besoin de les regarder en personne avant de voir Ethan. 2214 Crestwood Drive. La pelouse avait toujours des rayures diagonales. La brique était du même rouge. La porte du garage avait été repeinte dans une nuance de gris plus foncé. Un petit changement. Une maison qui avait passé 30 ans à essayer de faire croire que rien n'allait mal à l'intérieur. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne frappe. Elle guettait la voiture. Elle avait l'air plus vieille, plus petite. Il y avait des rides près de sa bouche que je ne me souvenais pas. Elle a tendu les bras pour me serrer dans ses bras et je me suis décalé sur le côté et je suis entré. Mon père était dans le salon, assis dans le même fauteuil en cuir où il s'était toujours assis. Le fauteuil orienté vers la télévision même lorsque la télé n'était pas allumée. Il s'est levé quand je suis entré. 1,83 m. Poivre et sel maintenant. La même expression qu'il portait toujours, mesurée, légèrement dérangée par l'émotion. Sarah, dit-il. Salut, papa. Je me suis assise sur le canapé. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je leur ai fait tout me raconter. La vraie version. Ma mère tripotait le bord de sa manche. Mon père a raconté l'histoire comme un dossier. Fait bref, séquence, résultat. La consommation d'alcool avait commencé en 2021. Il pensait peut-être fin 2020. Il l'avait bien caché au début. Puis Courtney avait appelé ma mère en octobre 2023, en pleurant. Et ma mère était allée à leur appartement et avait trouvé Ethan endormi sur le sol de la salle de bain à 16h un mercredi. Il avait manqué une déposition ce matin-là. Il l'avait couvert auprès du cabinet.
Mon père avait appelé l'associé superviseur d'Ethan, prétextant une urgence familiale, lui achetant une semaine. Ethan avait promis de se ressaisir. Il l'a fait, brièvement. Puis pire. Le divorce, le congé. Maintenant, ça. Vous saviez depuis presque 2 ans, ai-je dit. Nous essayons de. Vous essayez de garder ça secret. Vous avez dit aux gens qu'il était consultant. Vous avez appelé ses associés et trouvé des excuses. Vous avez géré l'image et son état a empiré. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous le protégions. Vous vous protégiez vous-même. Je les ai regardés tous les deux. Je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous l'entendiez vraiment. Ne vous défendez pas, écoutez simplement. Aucun d'eux n'a parlé. Au mariage d'Ethan, le toast. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Mon père a regardé le sol. Ma mère a croisé les mains. Papa a dit à 200 personnes que Dieu était généreux avec un de ses enfants. Cet enfant, Ethan, était celui qui valait la peine d'être eu. J'étais à la table 11 près de la cuisine, et je suis restée assise là et j'ai entendu mon père annoncer à une salle pleine de gens que j'étais l'erreur. Ma voix n'a pas tremblé. J'avais répété ça ou l'avais vécu tellement de fois en thérapie que les mots étaient devenus lisses. Je suis parti cette nuit-là. Vous avez dit à mon frère que j'avais besoin d'espace. Vous l'avez laissé penser que j'avais choisi ça. Et quelque part entre-temps, vous avez bloqué mon numéro de son téléphone pour qu'il ne puisse pas me joindre. Pendant 6 ans, il a pensé que sa sœur l'avait abandonné. Et vous l'avez laissé penser ça. Pendant qu'il se noyait. Ma mère pleurait silencieusement dans sa manche. Mon père était assis, très immobile. Je ne suis pas ici pour des excuses, ai-je dit. Je ne suis pas ici parce que je vous ai pardonné. Je suis ici pour Ethan. Et quand il sera en traitement et stable, je prendrai mes propres décisions sur ce qui se passera ensuite. Mais aujourd'hui, maintenant, vous devez tous les deux comprendre ce que vous avez réellement fait, pas la version que vous vous racontez. La vraie version. Je me suis levé. Je vais le voir maintenant. Envoyez-moi un texto si quelque chose change. Je les ai laissés assis dans ce salon avec le fauteuil orienté vers la télévision et les portraits de famille sur le mur, tous d'Ethan, tous ses jalons, et j'ai conduit les 6 miles jusqu'à son immeuble en 20 minutes. L'immeuble était un complexe plus récent, belle adresse, parking souterrain. Son appartement était le 4C. J'ai sonné depuis le hall. Rien. J'ai sonné à nouveau, une longue pause, puis sa voix, granuleuse à travers l'interphone, rauque d'une manière qui dépassait la fatigue pour atteindre autre chose. Quoi? C'est Sarah. 8 secondes de silence. J'ai compté. Ce n'est pas possible. Si. Je suis là. Ouvre-moi. La porte a cliqué. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Le couloir sentait le nettoyant pour tapis et la nourriture à emporter. J'ai frappé au 4C. Une longue pause. Des bruits de pas. La porte s'est ouverte de 2 pouces, la chaîne toujours en place, et je l'ai vue. Un œil, une parcelle de visage. C'était suffisant pour me couper le souffle. Ethan n'avait pas été vaniteux, mais soigné. Il avait toujours été le genre de personne qui repassait ses chemises le dimanche soir et se faisait couper les cheveux toutes les 4 semaines. Ce que j'ai vu dans cet interstice de 2 pouces était quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots à l'époque. Creusé, comme si quelqu'un avait pris Ethan et enlevé l'essentiel. Tu as l'air différente, dit-il. Sa voix était rêche. Laisse-moi entrer. La chaîne a glissé. La porte s'est ouverte. L'appartement avait été magnifique autrefois. On pouvait encore voir son architecture. De belles bases. De hauts plafonds, de grandes fenêtres, mais les rideaux étaient tirés et la lumière qui entrait était grise et faible. Des sacs de nourriture à emporter sur le comptoir, la plupart assez vieux pour que l'odeur soit une présence dans la pièce. Des bouteilles vides sur la table basse. J'en ai compté 5 sans essayer. Ses vêtements étaient un tas dans un coin. Il portait un sweatshirt à l'envers, gris, et un jean qui avait vu trop de jours. Il était mince de la manière qui vient de l'oubli de manger plutôt que du choix de ne pas le faire. Son visage était mal rasé, au-delà de la barbe de 3 jours, au-delà du point où ça a l'air intentionnel. Ses yeux étaient injectés de sang et il avait des cernes si profonds qu'ils étaient devenus son visage.
Je me suis assise sur son sol. Pas le canapé, le sol. Il m'a regardé comme s'il n'était pas sûr que j'étais réel. Puis il s'est assis aussi, le dos contre le mur. « Maman t'a appelé » dit-il. Dana m'a d'abord envoyé un texto. Puis j'ai appelé maman. Il a ri, un son court et plat. Génial. La cavalerie. La cavalerie, c'est juste moi, et je ne suis pas là pour eux. J'ai besoin que tu le saches. Il m'a regardé un long moment. Puis il a regardé le sol. Je pensais que tu me détestais, dit-il. Je sais. Après le mariage, je sais que le toast était. Il s'est arrêté, s'est frotté le visage d'une main. Les toasts de papa sont toujours. Je n'ai réalisé qu'après comment. J'ai essayé de t'appeler. Genre 2 semaines plus tard, ton numéro était déconnecté. Je l'ai changé. Je pensais que c'était à cause de moi. Ce n'était pas le cas. J'ai gardé ma voix stable. J'ai d'abord bloqué maman et papa. Puis, Ethan, je t'ai bloqué parce que tu ne m'as pas contacté cette nuit-là et je pensais. J'ai arrêté. J'ai recommencé. Ce que je sais maintenant, c'est que tu as essayé. Tu as appelé. Tu as essayé avant que je change de numéro et ils avaient déjà bloqué le mien de ton téléphone. Tu n'aurais pas pu me joindre. Il m'a dévisagé. Ils ont bloqué mon numéro de tes contacts avant même que tu aies eu la chance. L'expression qui a traversé son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu sur lui auparavant. Il avait toujours été posé. L'affect de l'enfant prodige. La performance de tout maîtriser. C'était quelque chose en dessous de tout ça. Quelque chose de jeune. Ils t'ont bloqué. Oui. Il a appuyé sa tête contre le mur et a fermé les yeux. Et tu pensais que je m'en fichais? Oui. Et je pensais que tu t'en fichais. Oui. Nous sommes restés avec ça pendant un moment, la vérité de la chose occupant l'espace entre nous comme des meubles que nous devrions contourner pendant longtemps. Tu sais ce que c'est, dit-il finalement, les yeux toujours fermés. D'être celui dont ils sont fiers. Non, dis-moi. Il a expiré lentement. C'est comme être un cheval de concours. On te donne la meilleure nourriture et on t'entraîne de la bonne manière. Et tous ceux qui te voient font semblant d'admirer. Mais tu es tout le temps dans un box. Tu es dans un box. Chaque victoire, j'avais besoin d'une plus grande victoire. Chaque succès avait besoin d'une version plus bruyante de lui-même. Et si quelque chose n'allait pas, une affaire que je perdais, une note qui n'était pas un A, ce n'était pas seulement décevant. C'était tout leur visage, comme si je leur avais pris quelque chose. Leur investissement, leur preuve d'eux-mêmes. Il a ouvert les yeux et a regardé le plafond. Je me suis marié parce qu'ils avaient décidé qu'il était temps. Et Courtney correspondait à l'image. Et je l'aimais, je crois, mais pas comme ça aurait dû être. Nous jouions un rôle, tous les deux. Et quand la performance est devenue trop chère à maintenir, il s'est arrêté. La boisson a été la première fois que je me suis senti tranquille. Vraiment tranquille. Depuis des années. J'ai pensé au comptage, à mon carnet vert, à mes 17 décomptes. Nous avions tous les deux tenu des comptes, mais dans des langues différentes. Je ne vais pas prétendre que je n'étais pas en colère contre toi, ai-je dit. Je l'étais, pour le toast, pour ne pas m'avoir défendu, pour les avoir suivis jusqu'à leur voiture cette nuit-là et être allé au déjeuner qu'ils avaient prévu et ne jamais. J'ai respiré. Mais je sais aussi maintenant que tu as été élevé dans la même maison que moi. Tu avais une cage différente. Ça t'a coûté des choses que je n'ai pas vues. Il m'a regardé alors. Vraiment regardé. Je suis désolé, dit-il, pour le toast, pour ne rien avoir dit cette nuit-là. Pour avoir été le choix le plus facile pendant si longtemps. Je les ai laissés faire ça. Je les ai laissés te le faire. Je ne me suis pas précipité pour lui pardonner. Je n'en avais pas besoin à ce moment-là. J'ai juste laissé ça être là. Son désolé, réel cette fois. J'ai trouvé un programme, ai-je dit. C'est dans le Vermont. Résidentiel, 90 jours, désintoxication médicale basée sur des preuves, thérapie individuelle et de groupe. La coordinatrice des admissions s'appelle Hélène, et elle attend déjà mon appel. Ça coûte 31 000 €. Maman et papa couvrent les frais.
Tu n'as pas à penser à l'argent. J'ai soutenu son regard. Mais j'ai besoin de savoir que tu es prêt à y aller. Pas pour eux. Pas pour le cabinet ou l'appartement ou toute version de ta vie qui existait avant. Pour toi, parce que tu vaux la peine d'être reconstruit. Je le crois, même après tout. Mais j'ai besoin de savoir que tu le crois. Il est resté silencieux un long moment, assez longtemps pour que je pense qu'il allait peut-être dire non. Puis il a dit, je ne sais pas comment faire ça. Tu n'as pas à savoir comment. Tu dois juste y aller. Il a hoché la tête une fois, un petit hochement, comme si ça lui coûtait quelque chose de le faire. J'ai appelé Hélène cet après-midi-là. Elle avait un lit de disponible mercredi. J'ai conduit Ethan chez ses parents. Il avait besoin de vêtements, de quelques affaires, et je suis resté dans l'entrée pendant que mes parents regardaient leur fils remplir un sac. Ma mère essayait sans cesse de toucher son bras. Il l'a laissé faire une fois. Mon père se tenait près de la porte de la cuisine, regardant le mur. Quand Ethan est redescendu avec son sac, mon père a commencé à parler. Ethan l'a regardé et a dit, « Pas maintenant, papa. » Et mon père, pour peut-être la première fois de sa vie, a écouté. J'ai conduit Ethan à un hôtel près de l'aéroport cette nuit-là. Il ne voulait pas rester chez nos parents, et je ne proposais pas mon propre espace. Nous avons mangé de la soupe du service de chambre, du pain, quelque chose de simple. Il m'a parlé de la dernière année, les détails que je n'avais pas entendus. J'ai écouté sans chercher à réparer, juste écouter. Vers minuit, il a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu sois venu. » Et j'ai dit, « J'ai failli ne pas venir. » Il a hoché la tête. Je sais, ça lui donne plus de valeur. Mercredi matin, 9 avril 2025. Je l'ai conduit à l'aéroport à 5h15. Le vol pour Burlington était à 6h40. Nous nous sommes tenus à la ligne de sécurité et je lui ai tendu le dossier que j'avais préparé, informations sur l'établissement, formulaire d'assurance, carte de contact d'urgence. Il l'a pris et l'a tenu contre sa poitrine une seconde comme si c'était plus que du papier. Puis il m'a serré dans ses bras. Ses bras étaient trop minces et il sentait le savon de l'hôtel et en dessous, quelque chose de rassis qui mettrait longtemps à partir complètement. Je l'ai serré quand même. Tu n'as pas à m'attendre, dit-il dans mon épaule. Je sais. Je serai là quand même. Il s'est reculé. Ses yeux étaient humides. Est-ce qu'on va s'en sortir? Toi et moi. J'y ai réfléchi, comme le docteur Kessler m'a appris, honnêtement. Pas avec espoir. Je pense que nous pouvons être quelque chose de réel. Pas ce que nous aurions dû être, mais quelque chose de réel. C'est mieux. Il a hoché la tête. Il a pris son sac. Il s'est retourné une fois au point de contrôle de sécurité et a levé la main. J'ai levé la mienne en retour. Il est passé. J'ai regardé jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. C'était il y a 11 semaines. Ethan est en traitement depuis 11 semaines. Il m'appelle le jeudi à 19h. C'est le moment où le programme planifie les appels familiaux. Nous parlons pendant 40 minutes, parfois 1 heure. Les conversations sont encore prudentes, cherchant encore leur équilibre, mais elles sont honnêtes, pas jouées, pas le reflet des attentes de quelqu'un d'autre, juste 2 personnes qui viennent du même dommage, essayant de se connaître honnêtement pour la première fois. Il a posé des questions sur nos parents 2 fois. Ce que je pense du pardon. Ce que je pense qu'il devrait faire en sortant. Je lui ai dit les 2 fois, c'est à toi de décider et je respecterai ton choix. Je ne porte pas ce verdict pour aucun de nous. Mes parents ont envoyé 2 emails depuis avril. Courts, demandant des nouvelles. Je leur ai donné le minimum. Il va bien. Le programme est bon. Rien de plus. Mon père a écrit une fois, nous aimerions parler quand tu seras prête. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je le ferai. Ce n'est pas de l'indécision. C'est un choix que je n'ai pas encore fini de faire, et je m'accorde le temps. Ma vie à Austin est exactement comme je l'ai laissée. Mon mur vert, mon club de course, les dîners du jeudi de Priya, les terribles recommandations de podcast de Ben, mes rendez-vous du mardi avec le docteur Kessler qui m'a demandé il y a 2 semaines, qu'est-ce que tu t'es prouvé dans tout ça? Et je suis resté assise avec ça un long moment avant de répondre. Ce que j'ai prouvé, c'est que je pouvais entrer dans la chose qui m'a brisé et que je pouvais conserver ma structure. Je pouvais être dans cette maison,
dans ce couloir avec ces 12 photographies de quelqu'un qui n'était pas moi, dans ce salon avec mon père dans son fauteuil. Et je pouvais parler clairement, partir quand je le choisissais, et savoir encore qui j'étais en retournant à ma voiture. Ce n'est pas rien. C'est tout. Ethan sort en juin. Il regarde déjà les options de logement pour personnes sobres, la thérapie ambulatoire, un emploi plus petit pour l'instant, quelque chose sans la pression, quelque chose qui soit à lui, pas à eux. Il a appelé jeudi dernier et a dit, « J'ai réfléchi à ce que signifiait ta venue. Et je pense que ça signifiait que tu avais décidé que j'en valais la peine, même quand je ne t'avais donné aucune raison de le faire. » J'ai dit, « J'ai décidé que tu étais une victime aussi. Même maison, différents dommages. » Il a été silencieux un moment. Puis, « Je veux apprendre à être ton frère, pour de vrai cette fois. » J'ai dit, « J'aimerais ça. Allons-y doucement. » Les gens me demandent parfois, en thérapie, dans ma propre tête à 2 heures du matin, si j'ai fait ce qu'il fallait, si j'aurais dû rester parti, si ma venue signifiait pardonner ou oublier ou dire d'une manière ou d'une autre que ce qu'ils ont fait était acceptable. Ça ne signifiait aucune de ces choses. Je suis venu parce qu'Ethan était une personne qui se noyait dans un courant que nos parents avaient créé, et j'étais la seule prête à lancer quelque chose de réel, pas un récit géré, pas une apparence maintenue, quelque chose de réel. Je ne suis pas rentré à la maison. Je suis allé secourir quelqu'un d'une maison qui n'a de toute façon jamais été un foyer. Et puis je suis retourné à Austin, à mon appartement, à mon mur vert, à la vie que j'ai construite à partir de rien pendant qu'il ne regardait pas. Je m'appelle Sarah Whitfield. J'ai 28 ans. J'étais la fille mise au rebut, table 11, près de la cuisine. Assez proche pour être utile, assez loin pour être oublié. Je ne suis pas un rebut. Je ne l'ai jamais été. J'ai juste dû conduire 1242 miles pour l'apprendre. Et puis 6 ans de vie pour le croire. Et si vous êtes assis à votre propre table 11 en ce moment, au mauvais bout de chaque pièce, la personne à laquelle on pense après, celle à laquelle ils auraient préféré s'arrêter, je veux que vous sachiez que le bord de la table n'est pas le bord du monde. Construisez votre propre table. Quittez-la leur et ne confondez jamais leur aveuglement avec la vérité sur qui vous êtes.